Bonjour Demosthenes Agrofiadis, merci d'avoir accepté cette petite interview. Avec grand plaisir. Vous êtes poète invité au Festival de Poésie 7 2022. Est-ce que vous pouvez nous présenter Demosthenes Agrofionis? Alors, je dis quelque chose de très simple. Mon nom c'est Demosthène, c'est un nom grec ancien. Demosthène c'est un orateur grec qui avait beaucoup de défauts parce que pour lui c'était très difficile de prononcer la lettre R, de prononcer les R, ro, comme un français. Mais pour les Grecs ça c'était pas acceptable. Alors, il y a l'histoire qu'il a mis des cailloux dans sa bouche pour arriver à prononcer les R. Après il avait d'autres défauts, quand il parlait il faisait des mouvements comme ça de son corps. Alors il a mis des épées ici pour éviter. Voilà, c'est pas clair si c'est vrai ou non, mais. Alors, je garde un nom grec ancien. Mon nom Agraphiotis en grec signifie il y a 5 différentes significations. Alors, la première c'est Agraphiotis, c'est quelqu'un qui ne sait pas écrire. Alors, mon nom signifie que c'est pour quelqu'un qui vient d'une région qui s'appelle Agrapha, qui signifie non enregistré. C'était une région montagnarde qui est dans l'Empire byzantin et après l'Empire ottoman. Et cette région était libre, était plus pauvre parce que c'était des montagnes. Et il y avait là des gens très pauvres, des montagnards un peu bizarres. Et aussi, il y avait tous les gens qui avaient des problèmes avec l'administration byzantine et ottomane. Ils montaient sur la montagne pour éviter des montagnes. Alors, je viens des régions qui a des montagnards et des gangsters. Voilà, il y a une rivière qui s'appelle Agraphiotis, c'est une rivière qui traverse la région de Agrapha. Et aussi, vous connaissez, il y a une maladie neurologique, on va dire comme ça, qui s'appelle agraphie. C'est la non-capacité d'écrire. Il y a des gens qui n'ont pas cette capacité, ou il y a des gens qui n'ont pas cette capacité parce qu'ils ont eu une sorte d'accident. Après un accident de voiture, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à écrire, on appelle ça agraphie. Alors, mon nom, ça signifie quelqu'un qui peut-être il avait un accident, qui ne peut pas écrire. Voilà, ça c'est un petit peu son destin qui vient à travers mon nom. Et à part ça, voilà, j'ai fait dans ma vie plusieurs choses. Et ça c'est, j'ai fait plusieurs activités. Alors il y a des gens qui disent que c'est un peu trop, c'est un peu tout ça, je suis d'accord avec eux. Il y a des gens qui travaillent toujours dans un espace très précis et ils fouillent toujours sur le fond. Moi, je bouge dans l'espace. Alors, évidemment, il y a un risque absolu d'échec, un risque absolu de quelque chose de superficiel, tout ça. Je l'accepte. Vous avez commencé à écrire quand? Alors, il y a, parce que votre question c'est double. C'est l'écriture. J'ai publié mon premier livre de poésie en 1973. Et j'ai publié après quelques livres, mais au début des années 80, j'ai commencé d'avoir un intérêt pour la performance aussi. Et je m'intéressais beaucoup pour examiner comment la poésie se trouve en liaison avec d'autres activités artistiques. Par exemple, la peinture, la photo. Alors j'ai commencé à travailler aussi avec la photo, la peinture. Et après, il y avait la question de la performance, parce que dans la performance, il y a cette atmosphère où il y a les performeurs, il y a l'audience, et entre les performeurs et les participants, il y a une sorte d'échange. Il y a un échange des idées, il y a un échange des émotions, il y a un échange des mots,
des gestes, etc., etc. Et évidemment, tout s'est fait ici et maintenant. Et c'est quelque chose de très éphémère. Quelque chose qui est... Alors, c'est le contraire de la poésie qui a une tendance de penser à l'éternité. Alors j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et en plus, il y avait un autre aspect qui est dans la performance, c'était possible de mettre ensemble différents types d'expressions. Ça signifie le corps, le geste, la parole. Alors, et c'est aspect que maintenant on dit intermédiaire, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et à partir de ça, j'ai commencé à avoir une pratique de performance qui commence toujours avec un projet poétique. Souvent, il y a des mots. Et j'ai eu l'occasion de pratiquer la performance dans différents pays. Et surtout, j'ai eu l'occasion de pratiquer la performance en Asie. Au Japon, en Chine, en Thaïlande, en Indonésie. Et là, j'ai eu l'occasion d'apprendre beaucoup de choses par les collègues de différents pays, différentes traditions. Et après, j'ai commencé à écrire quelques textes théoriques autour de la performance. Et récemment, j'ai publié un livre en Grèce avec le titre Epitélesi. C'est les mots que moi j'utilise pour dire les mots performance. Je refuse d'utiliser les mots performance parce que je considère que c'est possible de trouver un mot en grec. Pas par un esprit nationaliste, mais je trouve que j'ai trouvé un mot qui est assez intéressant comme mot, et en plus ça vient de la philosophie grecque ancienne, de poèmes d'Homère, et aussi vient du poète Échille. Voilà, quelles sont les origines. Alors, premier poème, premier recueil publié. En fait, il y a un petit problème aussi. Et quand vous êtes une poète performeur et quand vous publiez des livres, les livres qui manquent quelque chose, les performances. Et comment vous voyez? Alors ça, c'est une question cruciale. Comment on peut concevoir et faire les livres et donner, soi-disant, une allure performative. Parce que le poète n'est pas là. Il y a seulement des livres. Alors, du point de vue théorique, c'est impossible de dire que... Mais on peut avoir quelques astuces, quelques éléments qui donnent une sorte de possibilité d'arriver d'avoir le lecteur, c'est lui qui devient le performeur à la fin. Alors, c'est possible par exemple. C'est plutôt pour un performeur. Oui, oui. Alors, c'est un livre qui est des repères en fait. Oui. Il a des éléments par exemple. Oui. Et voilà, c'est le poème que j'ai lu, c'est le Pecno. Alors, c'est une forme. Il a une mise en page, que c'est presque une mise en scène. C'est qu'il y a une théâtralité sur la page, par exemple. Et après, il y a un travail au niveau sonore, parce que comme il y a une répétition qui se fait comme ça, et ça crée un rythme. Et ce rythme, c'est très important. C'est presque comme la musique jazz. Mais je commence avec un mot qui est pecno, qui est un mot français, très précis. Et après, je commence à modifier. Pecno, pecné, pecno. Je fais toutes les combinaisons possibles en gardant quand même P, C, N, c'est toujours là. Alors je change tous les voyelles. Voilà. C'est une astuce pour recréer
et sentiment de la musique. Parce qu'il y a quelque chose qui est stable et quelque chose qui se modifie avec un certain rythme. So, voilà. Évidemment, ce n'est pas la même chose quand je fais moi-même la performance, mais quelqu'un qui lit, il se trouve dans une situation quasi performative. D'un côté, on peut dire qu'il y a multiples lectures. Deuxièmement, comme dit, vous laissez quelques repères pour le lecteur. Le lecteur, normalement, il fait sa propre lecture, Bien sûr. ça l'idéal. Alors, ça devient unique et éphémère, parce que comme il lit, lui, Oui, pour chacun déjà. chacun, Oui. et aussi quand il lit une deuxième fois, il va lire d'une autre manière, parce que déjà, d'avoir une première lecture, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas apparentes, et une deuxième lecture, il y a d'autres choses qui sont plus claires, plus différentes, et après, je fais l'hypothèse qu'à la fin, il aura un plaisir de jouer avec ça. Faire une performance, une action. Beaucoup de la question, c'est la préparation. Venez s'asseoir par là, ça c'est intéressant.
Les enfants. Merci. Voilà. Vous prenez de ça? Allez, on les lance. Regardez. Ok. Vous êtes maintenant tous connectés. Connectés. Voilà. Vous êtes connectés pour toujours? C'est pas sûr. C'est pas sûr pour les toujours. Alors, ce qu'on va faire, c'est le moment. Voilà. On va faire tout ça. Faites un effort de rester debout et en même temps, vous jetez la chose que vous avez dans la main. Alors. Oh, 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 mince alors. Voilà, il n'y a plus de liaison, plus de connexion. Ici. Voilà, voilà, voilà. Déconnecté, 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 Déconnecté. Voilà. Io, faccio poche. Techno. 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 Posez des questions. Ça va, vous êtes assez déconnecté, oui? Ah, alors, parlez fort. Si j'ai bien compris le message, quand on est techno, on est pecno. Ah. Oui, oui.
réponse. Non, c'est moi qui pose la question, c'est moi. C'est ça la question. Pourquoi? Parce que la poésie et la performance, ce n'est pas là pour donner des réponses, mais avoir une certaine capacité de formuler une question qui est à la fois personnelle et collective. Ça, c'est les rêves. Oui. Paysan. Exactement. Mais vous avez dit toute une série de mots qui ressemblent à Pecno, mais qui n'étaient pas vraiment Pecno. Ils viennent d'où ces mots? Alors, c'est le jeu, parce qu'il y a toujours des sortes de mépris pour les Pecnos. Hein? Alors, et c'est intéressant comment une société arrive de trouver un groupe social et tac, de dire ça, c'est des Goliaths, comme on dit, ou ils sont des Pecnos. Alors, je prends cette idée, mais on ne sait pas qui sera Pecno dans le futur, parce que comme la technologie change, qui sera les Pecnos? C'est la question. Alors, ça pourrait être par exemple les gens de troisième âge, de manière automatique. Et c'est ça la question. Alors, si c'est pas ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, c'est ça un peu l'essence du poème. Et après, je fais référence à différents peuples. Le Goro, tout ça, parce que quand même, on avait l'impression que tous ces peuples étaient Pecnos. Mais ils n'étaient pas Pecnos. Parce qu'il y a un autre scénario, si les choses vont mal, que c'est le plus probable, sont les peuples archaïques qui vont s'ouvrir. Parce qu'ils ont des besoins très simples qu'ils arrivent à satisfaire. Dans nos sociétés, nous avons beaucoup de besoins, beaucoup de moyens, mais ce n'est pas sûr que c'est la meilleure solution pour un désastre futur. Oh non, tu dis ça? D'accord. Elle pense à elle, elle dit elle va s'ouvrir. Parfait, tout c'est elle. Ok. C'est dommage qu'il n'y a pas de microphone. Ok, voilà, c'est l'idée. Qui sont les Pecnos aussi. Et aussi, je fais référence aussi dans mon pays, parce qu'il y a, je vais écouter différents peuples grecs et maclètes, et aussi, mon nom c'est Agraphiotis, il y avait des Agraphiotes, c'était un groupe, une communauté de bergers en Grèce, qui était une époque très importante, mais pendant la guerre et la guerre civile grecque, il y avait une catastrophe et tous ces bergers sont disparus. Et alors, c'est pour ça qu'il dit le peuple Agraphiotes. Et après, il y avait d'autres groupes, Karakoundes, etc. Alors, c'est intéressant comment les groupes se font dans l'histoire, comment ils arrivent à avoir une présence, et après, comment ils arrivent à s'exprimer, de dire des différences. Ça signifie qu'il y a toujours, il y a une question de paknat, paknat, peknit, peknot, peknut, peknit, peknin, pakno, paknet, peknit, peknat, peknat, peknut, peknut, peknot, qui peknit, qui peknit, qui peknit, qui peknit, qui peknit, qui peknit, qui bok, et puis qui peknit, bok, non, qui bok, qui bok, qui bok, qui bok, qui bok, qui ping, qui pipik, non, piping, qui pipang, qui pipang, qui ping, qui bok, peknut, peknet, peknet, peknot, peknit, peknat, peknit, peknat, peknot, poknet, poknot, poknet, poknot. Merci. Ευχαριστώ πολύ, Démosthène. Bien, avec perf et fracas. Comment on dit perf et fracas en grec? Comment on dit perf et fracas en grec? Epiteles. C'est une question très compliquée. Epiteles.
cosmopolite. Est-ce que votre performance change chaque fois, dans chaque lecture, ou bien vous utilisez les mêmes? Et je change. Bien sûr que c'est pas les mêmes, parce que c'est d'après comme on dit les auditeurs, c'est pas la même chose de cet échange. Mais comme de ce que vous faites, est-ce que c'est... Alors, il faut dire qu'il y a un scénario de base Oui. qui est toujours le même. Parce Oui. que avant de venir ici, j'avais choisi les poèmes. Et après, j'ai fait des papiers, tous les éléments que j'avais dans ma tête parce que je voulais créer une atmosphère que les gens sont connectés. Oui. Et après, montrer qu'il y a toujours quand même... Mais quand il y a question de sortir de ça, alors à ce moment-là, j'utilisais de l'autre papier pour montrer que c'est possible de créer notre... Mais c'est pas clair quoi. Ce que j'ai pensé aussi, une autre chose en fait, une type de synopsis au début de ce poème-là, Oui. ça peut créer cette atmosphère-là. Oui. C'est comme on jette, etc. Oui, Comme c'est peut-être- léger, ça peut être intéressant, oui. Et sinon, ça reste éphémère, ça reste inachevé sinon, c'est d'un autre côté aussi. Oui. Voilà, c'est ça. Et comment vous écrivez, construisez, créez vos poèmes et votre approche poétique? Déjà, Oui, comme oui, dit, vous avez oui. répondu un petit peu, Alors, mais j'aimerais bien... Oui, en fait, il faut dire que c'est un processus assez long. Il y a des poèmes que je travaille les poèmes pendant une dizaine d'années. Alors, je prends des notes, évidemment, et après je commence à élaborer. Pour voir qu'est-ce que ça donne au niveau des structures, des images. Après, c'est une question de trouver la forme. Voilà, à chaque fois, il y a un effort de trouver un format différent. Et, par exemple, ici, ça c'est intéressant comme poème parce que, en réalité, c'est un poème, Oui. mais dans le poème, il y a 4 petits poèmes. Oui. Et dans chaque poème, il y a ici un mot qui s'est fait. Oui. Alors, il y a combien de poèmes ici? Il y a plusieurs, parce que oui. c'est... ça ce sont demande les des- 4, mais il y a l'autre. Et après, ici, il y a une construction horizontale, mais quand même, il y a verticale. Alors, la verticale fait référence à la langue japonaise et chinoise, parce que pour eux, l'écriture, c'est fait verticale. Oui. Nous, c'est horizontal. Alors, combien de poèmes? Peut-être c'est 1000 poèmes, parce que si on peut changer Direction, le sens. sens, commencer ici, là, ajouter. Alors, ça sera une sorte de poème multiple et un poème ouvert en même temps. Oui, bien sûr. Et quand vous lisez, quand vous performez ce poème-là, vous commencez par où ou vous changez aussi? Et ça dépend. Oui. Ça dépend, parce que c'est l'atmosphère. Et moi aussi, je suis... parce que ça, c'est devenu un objet, c'est moi qui ai fait, mais aussi, moi, je fais une découverte. J'ouvre. C'est pas, mais quand même, c'est l'après-midi, la lumière, les gens, mon émotion, les histoires politiques. Ça me crée, voilà, je prends ça et je prends un autre. Et aussi, c'est une question de mettre l'accent sur un aspect et l'autre. Alors, c'est une sorte de... un travail qui se trouve dans une sorte de métamorphose continue. Oui. Et les auteurs qui vous ont marqué et inspiré? Alors, je dois dire que j'ai eu plusieurs influences, parce que comme j'ai expliqué, maintenant, j'ai 75 ans, je suis un vieux, comme on dit, ou un poète âgé, d'une certaine manière. Alors, j'ai eu, au début, quand j'étais en Grèce, quand même, j'ai lu des poèmes de Kavafis, je considérais que c'était un poète intéressant. Il y avait un écrivain du XIXe siècle, Roïdis. Alors, au début, c'était plutôt une influence grecque. Mais quand je suis sorti de la Grèce, c'était
à la fin des années 60. J'étais aux États-Unis et là j'ai vu, il y avait cette époque-là le mouvement contre la guerre, le mouvement hippie comme on disait, ou la révolution des jeunes, etc. Et là j'ai commencé à être dans cette turbulence des choses. Et après j'ai fait la découverte du mouvement Dada et toute l'histoire d'Avaga. Alors j'ai commencé à travailler avec cet esprit et j'ai quitté un peu l'esprit grec qui était au début de mon travail. Alors après ça, après j'ai fait la découverte un petit peu de la Chine, du Japon. J'étais 5 fois au Japon. Alors j'ai vu un autre atmosphère, une autre culture, un autre type d'écriture. Et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir une réflexion sur l'écriture, sur la peinture, sur les gestes même de l'écriture, les supports de l'écriture, parce que c'est pas la même chose d'écrire avec un stylo et avec un pinceau, par exemple. C'est pas la même chose d'écrire sur un papier qui absorbe l'encre et l'autre papier qui n'absorbe pas. Alors, j'étais assez fasciné par cet aspect matériel de l'écriture. Qu'est-ce que vous pensez de la poésie actuelle, francophone et ou greccophone? Alors, ici en France, j'ai eu la chance de collaborer avec différentes revues. J'ai publié une vingtaine de livres en France. Je trouve quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a en France des petits groupes qui travaillent dans différentes villes, dans différents villages pour avoir, j'appelle tout ça des combattants de la poésie. Parce que ce sont vraiment des gens qui sont là pour faire un travail extraordinaire parce qu'ils aiment la poésie, parce qu'ils sont des militants de la poésie. Alors je trouve ça un caractéristique très, très intéressant et le fait qu'ils organisent des festivals comme ici ou d'autres, de petits, de grands, et je trouve la vitalité de la poésie française, c'est ces mouvements, des petites maisons d'édition, des groupes, des actions, des militants, etc. Et ça, c'est pas connu, parce que souvent en Grèce, on m'a dit « Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a en France? Mais qu'est-ce qu'il y a comme poète? Est-ce qu'il y a Victor Hugo? Est-ce qu'il y a Apollinaire ?» J'ai dit « Non, calmez-vous, c'est pas comme ça que se fait la poésie. La poésie, c'est un travail difficile, c'est fait par beaucoup de passion, avec beaucoup de dévotion, etc. Et en France, évidemment, il n'y a pas de grands noms comme ça, je ne peux pas vous dire. Maintenant, il y a la grande poète, évidemment, il y a des poètes très intéressants, mais il ne faut pas penser la poésie à travers 3-4 personnes, parce que vous avez eu l'occasion à l'école par hasard d'écouter ça. La traduction. Alors, moi, mes livres sont traduits en beaucoup de langues. J'ai publié une vingtaine de livres en France, une quinzaine de livres en anglais. J'ai obtenu un prix très important aux États-Unis pour la traduction de mes livres, etc. Ils sont traduits en chinois, en japonais. Alors, voilà. J'ai eu la chance de voir mes poèmes traduits dans différentes langues. C'était un privilège. Moi, je ne suis pas vraiment très bon traducteur. Mais, pourquoi? Parce que comme je faisais beaucoup de choses et j'étais obligé de vivre en travaillant et tout ça, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de traduire beaucoup. J'ai traduit quelques poètes, mais je faisais partie d'un réseau européen qui faisait la traduction collective, qui c'est la fameuse méthode de Royaumont. C'est une méthode de traduction collective. Il y a les poètes qui se trouvent en contact avec d'autres poètes, ils restent ensemble quelques jours, une semaine par exemple, et pendant une semaine, ils ont la possibilité de traduire le poète et les traducteurs d'autres poètes
la traduction des poèmes avec la présence du poète. On appelle ça traduction collective, méthode Royaume. Et cette méthode a été inventée au début des années 80. Et il y avait une équipe à Paris, c'était Bernard Noël et Emmanuel Ocard, qui étaient là comme poète coordinateur. Mais après, il y avait une équipe à Portugal, une équipe en Irlande, et après une équipe en Roumanie, et après une équipe en Grèce. Et c'est moi qui ai organisé, soi-disant, la version grecque de cette méthode. Et nous avons eu l'occasion de créer après un réseau européen. Alors, j'ai beaucoup travaillé dans ce type de traduction qui est la traduction collective. On a invité des poètes en Grèce, dans l'île de Santorin, et là, il y avait la possibilité de traduire. Et après, j'ai trouvé un éditeur qui publiait les livres. Alors, j'ai ce type d'expérience, qui serait une méthode particulière. Est-ce que la poésie ou l'art est un besoin, une nécessité pour les autres, pour les gens? Alors, selon mon approche, je considère, parce qu'il n'y a pas de société qui n'a pas de poésie. C'est une sorte de constatation banale, mais très intéressante. Ça signifie que dans toutes les sociétés, les gens traitent la langue d'une autre manière. Ce n'est pas seulement pour, soi-disant, dans la vie quotidienne, pour communiquer, pour transmettre des messages, mais ils considèrent que la langue, en tant que telle, est capable d'avoir plusieurs autres fonctions. Et moi, j'appelle ça poésie. C'est d'arriver, de retravailler, soi-disant, les mots, les lettres et les phrases, de telle manière, par exemple, de produire de la musique ou de traiter les mots de cette manière que les mots deviennent une sorte de mécanisme thérapeutique. Alors tout ça, je trouve que c'est cela. Alors, je crois que l'essentiel de la poésie, c'est pas d'exprimer des sentiments, des émotions personnelles, ça c'est une tradition spéciale. On peut dire que ça, c'est la poésie lyrique, mais à mon avis, ce n'est pas là l'essentiel de la poésie. La poésie a une relation au niveau de la langue, les limites de la langue, la possibilité de la langue, et les forces, les limites, les chaos, tout ça qui sont liés avec la langue. Il n'y a rien à voir à exprimer des choses personnelles, rien. Ça, ce sont des malentendus occidentaux qui ont peut-être une relation aussi avec les problèmes de l'Occident, du christianisme. Qu'est-ce que vous pensez à propos du festival de la poésie de Sète? Alors, c'est la première fois que je viens ici. Avant, j'étais quelques fois au festival de l'Odève. Alors, j'ai eu l'expérience de l'Odève. Maintenant, je commence à avoir l'expérience ici à Sète. Alors, c'est une opération compliquée, très difficile à gérer. C'est une opération très importante parce que c'est dans une ville. Et ça, c'est comme concept et comme format, c'est unique. Alors, c'est extraordinaire de voir comment ça fonctionne, quels sont les points forts et quels sont les points faibles qu'on trouve dans toute méthode. Parce qu'il y a d'autres types de festivals qui sont plus petits, plus centrés sur une question, sur une tradition, un poète. Et chaque fois, on sait très bien qu'il y a toujours des limites, il y a des choses extraordinaires. Après, il y a toujours quelques... Gérer un groupe de poètes dans une ville pendant l'été du tourisme, c'est très difficile. Par exemple, je parle que des choses techniques. Mais évidemment, il y a aussi des problèmes plus compliqués, théoriques. Par exemple, qu'est-ce que c'est vraiment méditerranéen aujourd'hui? Est-ce que c'est seulement géographique, c'est culturel, est-ce qu'il y a une esthétique spéciale?
Alors, il y a ce type de questions. Mais ça, il faut avoir le temps de digérer tout ça et réfléchir. Voilà. D'accord. C'est un poème plutôt classique. D'accord. Vous Si voulez pouvez que je lise? Oui, oui, si vous voulez, en grec et s'il y a en grec français, oui. et en Ou en français. anglais, oui, bien sûr. Oui. Kinotypies, Dieu, Coca-Cola, Titanicos, Βίβλος, τα βιβλία του Λένιν. Βαθιά ορφιξιά του καπνού, τοκ, ντουκ, τακ και πάλι τακ, τοκ, ντουκ, τακ, τοκ, ντουκ, τακ και πάλι τακ, ας τα πάρει ο χάρος, σου λέμε σχεδόν ο Αμαζόνιος. Banalité, Dieu, Coca-Cola, Titanic, Bible, les livres de Lénine, longue bouffée de fumée, toc, douc, tac, et encore, tac, toc, douc, tac, et encore, toc, douc, tac, tac, que le diable l'emporte, sous l'aime presque Amazon. Ah, voi, γη, δράση, έχει, ζωή, ήδη, θεάριστη, ινό, καταστροφή, λευκή, μαντήλι, νοπό, ξύπνημα ομορφιάς, όταση, πρόταση, στοιχήματος ταξίδι, ύφασμα, πρίσβος, χάρη, υψίστη, blanche, beauté, action, donc, éternelle, fertilité, grâce, humide, inno, jubilation, crac, sublime, mouchoir, noué, oh, Paris, quai, eul, air, querelle, splendeur, terre, union, voyage, www.i, express, mythe, gelé. L'ambassadeur Dino. Voilà, Merci beaucoup. enchanté.